connu. En tant que noir français d'origine martiniquaise, puis ensuite qui s'est mis du côté des Arabes. Donc imaginez bien, dans une France coloniale, un noir martiniquais français qui se met avec les Algériens, voilà, pour la résistance, etc., pour se battre pour le peuple algérien, j'allais dire palestinien. Donc voilà un peu, on va écouter tout ça. Partagez, n'hésitez pas, parce que des berbères, qu'est-ce qu'ils racontent? Je vois pas tout ce que vous dites, je vois pas tout ce qui est écrit. Si vous voyez pas, vous me dites, je changerai peut-être les commentaires. Là, essayez de partager au maximum pour que le live soit diffusé. Je sais pas pourquoi c'est toujours long, ça prend beaucoup de temps. Le soir, on est beaucoup signalés, surtout sur ces thèmes de colonisation. Pourtant, ce n'est que de l'histoire, et je vais vous partager ça. On va commencer sur la biographie et avancer un petit peu. Alors, on y va. De toute manière, les gens, ils vont débarquer. Voilà. Salut tout le monde. Il existe quelques racistes indécrottables, mais avouez que dans l'ensemble, la population aime bien. Avec le temps, tout cela disparaîtra. Ce pays est le moins raciste. Il existe à l'ONU une commission chargée de lutter contre le racisme. Des films sur le racisme, des poèmes sur le racisme, des messages sur le racisme, les condamnations spectaculaires et inutiles du racisme. La réalité est qu'un pays colonial est un pays raciste. Vous entendez bien? La réalité est qu'un pays colonial est un pays raciste. Écoutez bien. Là, c'est sa voix, Frantz Fanon. Il est en train de parler, etc., de l'ONU et de ce qu'est le colonialisme, puisque c'est un des grands écrivains et théoriciens de la résistance face au colonialisme. D'accord? Si en Angleterre ou en Belgique ou en France, en dépit des principes démocratiques affirmés par ces nations respectives, il se trouve encore des racistes, ce sont ces racistes qui, contre l'ensemble du pays, ont raison. Il n'est pas possible d'asservir des hommes sans logiquement les inférioriser de part en part. Et les inférioriser. Il raconte bien que le colonialisme suprémaciste infériorise. Ah voilà, je suis visibilité restreinte. Vous voyez, je suis déjà signalée. Alors, je vais lâcher mon live. Vous voyez, je suis déjà signalée par la Hasbara. Vous voyez, ils viennent signaler du Frantz Fanon. Comme quoi ça dérange énormément, Tel Aviv et compagnie, et Bouzbir et compagnie, extrême droite et compagnie, de parler de Frantz Fanon. Mais ça fait partie de notre patrimoine français. Vous avez des étrangers qui viennent nous signaler et interdire à des Français de lire des livres et de se renseigner. Vous, les Tel Aviviens, vous n'avez rien à nous dire. Vous n'êtes pas chez nous, j'ai contesté. Vous n'avez rien à nous dire. Moi, sinon, si ça passe pas, je relancerai, vous inquiétez pas. C'est dingue, Et il n'y a pas un seul mot qui a posé problème. Vous voyez bien que là, c'est des bots de Tel Aviv. C'est clair et net. Il n'y a pas de... des lives de Spino de haine, il y en a des tonnes. Des lives historiques qu'on fait, on se fait signaler au bout de 10 minutes. C'est quoi le délire? Et le racisme n'est que l'explicitation émotionnelle, affective, quelquefois intellectuelle, de cette infériorisation antérieure. Il est France, je suis Frantz Fanon, Dame de la terre, sale nègre, alors nous sommes qui? Dame de la terre, elle est pas mal la musique, alors nous sommes qui? Frantz Fanon. Elle est pas mal la musique. Frantz Fanon. Je suis Frantz Fanon. Frantz Fanon. Nous sommes Frantz Fanon. Bonjour Achille Mbembe. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie.
Vous êtes avec nous en direct depuis le Cap, en Afrique du Sud. Vous êtes professeur d'histoire et de sciences politiques à l'université de Witwatersrand à Johannesburg. Vous avez écrit plusieurs ouvrages dans lesquels il est question de Frantz Fanon. Vous avez préfacé les œuvres de Fanon aux éditions de la Découverte. Pour ce premier temps de notre série de 4 émissions autour de l'œuvre de Frantz Fanon, on va essayer de le présenter. Et d'abord, Alors, on n'aura pas le temps de tout écouter, parce que c'est 4 épisodes de 1 heure de chaque, 55 minutes de chaque. Donc bon, là, on fera le premier épisode. D'ailleurs, si j'ai pas la contestation, je relancerai. J'ai vraiment envie qu'il y ait un maximum de personnes qui écoutent ce podcast, et puis après qu'on en discute, évidemment, de la colonisation, de son œuvre, etc., de ce qui est dit. Mais voyez vraiment les thèmes qu'il faut davantage développer sur les réseaux, c'est ça. C'est prendre des individus comme Frantz Fanon et le développer jusqu'au bout. Parce que c'est ce que vous pourrez faire de mieux d'un point de vue humaniste et intellectuel pour la cause palestinienne ou pour n'importe quelle cause liée au colonialisme. Et d'abord, peut-être on peut le présenter en précisant le rôle que Frantz Fanon a joué dans l'élaboration de votre travail et de votre pensée, Achille Mbembe. Et Fanon a joué un rôle absolument central dans ma propre réflexion. À vrai dire, j'ai rencontré Fanon lorsque je suis arrivé aux États-Unis. Lorsque je dis rencontrer Fanon, je veux dire je me suis mis à le lire, à l'étudier, à essayer de comprendre qu'est-ce qu'il voulait nous dire et à travailler avec ce matériau davantage encore lorsque je suis revenu en Afrique. Je crois que Fanon a été un penseur absolument indispensable. Il est une des pierres angulaires de ce que j'appelle notre remontée en humanité. Fanon nous a rappelé fortement que nous étions des êtres humains comme tous les autres. Je crois que toute sa philosophie se résume en fait à cette affirmation à la fois simple et scandaleuse. Scandaleuse au regard de notre histoire et de l'actualité du racisme dans le monde contemporain. Frantz Fanon né en Que dirait, 1925 alors attendez, à Fort-de-France. que dirait Frantz Fanon en 2025, les gars, je vous dis pas. Que dirait-il? Alors ma contestation, elle n'a pas été approuvée. Est-ce qu'on attend ou est-ce que je relance? Dites-moi les 10 personnes parce que elle n'a pas été approuvée, donc j'ai une grosse limitation à cause des bots. Vous savez quoi? Abonnez-vous ceux qui sont pas abonnés. Bon, Léon, je pense que vous me suivez. Je coupe et je relance. Peut-être que ça va lever le ban. Parce que là, on va rester... je coupe et je relance. Je reviens dans 2 minutes. Et sur le racisme, ça va pas. Et sur la résistance des peuples opprimés, ça va pas. Il faut surtout pas que les Français réalisent tout ça. Il faut qu'ils restent bien ignorants, suprémacistes et racistes, ça c'est le mieux. On doit vraiment maintenir les Français dans cette zone. Excusez-moi, je rigole, mais parce que c'est tellement ridicule, donc voilà, tapoter un peu, c'est bizarre. Même le tapotage ne marche pas, c'est un truc de dingue. Regardez, on est bloqué à 8. T'as pu établir la théorie sur le côté farouche. Ah, si je connais pas ça, LKTA. Le côté farouche enfui dans l'esprit. Ah, de tout esprit algérien. Ah, d'accord. Ouais, alors on va avancer. Vous allez voir, ils vont commencer sur sa biographie. Partagez tout le monde, essayez de republier au moins. Je sais pas pourquoi, je pense que je me suis fait signaler par l'équipe de La Maintenon et compagnie. C'est clair et net. Donc je vais enlever ma caméra. Regardez, je suis même pas maquillée quand les gens ils me disent uni. Là, je suis en mode naturel. Bientôt, je me suis lavée, je vais aller faire du sport avant de me coucher. Un peu de rameur et d'abdos et après le live et puis une bonne douche et dodo. Donc bon, bref. Mettez en story, republier. On va discuter de ça. Au moins, on monte un peu, ça évite les signalements. Et tapoter un peu jusqu'à 10K et puis on va reprendre la biographie de cet homme. Très important pour la France et surtout pour l'Algérie, mais aussi pour la France parce qu'il a écrit, c'est un très grand auteur et une très grande figure française qui pose problème à certains Français, surtout d'extrême droite. Mais salut tout le monde. Ouais, on fait la soirée sur Fanon, effectivement.
C'est important, voilà. Alors bon, les Algériens le connaissent et malheureusement les Français ne le connaissent pas. Moi j'ai appris il y a pas très longtemps les gars. Donc en débarquant en Algérie, il avait réalisé que les maladies psychiatriques algériens que les malades psychiatriques étaient agressifs. Le syndrome du colonisé, exactement. Ils vont développer, je pense, là-dessus. Et de toute manière, Les damnés de la terre, je l'ai. Il faut que je le finisse de le lire et j'aimerais bien aussi qu'on en reparle de ces œuvres. Que ce soit pour la résistance contre la colonisation, donc la résistance algérienne, mais qui est valable pour tout peuple. Hein, ces écrits sont valables pour tout peuple opprimé par les colons, ou même sa vision du racisme, etc. La vision de l'époque est quand même voilà très très importante à analyser. Donc les gens tapotez, putain, on est 16, c'est long à monter, je vous dis pas, hein. On est signalé mais à gogo, c'est un truc de fou. Il y a vraiment des haters qui veulent pas qu'on s'exprime. Hein. Tout à l'heure, notre live, on était monté à 100 je sais plus combien. Hein. Un jour, tu montes à 100, je reprends le live, ensuite on est à 10. C'est un truc de malade. Donc, il y a aussi le cœur du jour, si vous souhaitez, surtout là, ici, la République, vous cliquez là, et la republication. La story aussi, il y a quasi pas de story. Essayez de faire des stories. Et normalement, ici, là, au lieu d'avoir des cœurs, il doit y avoir des trucs comme ça, là, pour que ça reparte. Vous voyez ? Il doit y avoir des machins pour republier à fond la caisse. Ah, merci Ahmed, je vais le faire monter après. Mais de toute manière, tant qu'on est signalé, même les Palestiniens, ça sert pas à grand chose qu'ils montent parce qu'il y a très peu de dons. Hein. On se prend des gros signalements. Vous pouvez remercier Idriss Siamedi, hein. Hein, les voleurs de cagnottes, les mecs qui financent des milices très spéciales à Gaza, vous pouvez les remercier parce que ceux-là sont des anti-palestiniens. Hein, souvent, ils sont avec les autres hein, et ils s'en mettent plein les poches. Hein. Voilà. Et quand on dénonce, après, ils nous dénoncent. Pourtant, le travail qu'on fait, ils ne le font pas. Alors, jamais un mec comme Idriss Siamedi va vous parler du colonialisme. Hein. Vous voyez, et d'ailleurs, il va jamais vous parler de l'entité sioniste. Il va jamais vous parler de la politique israélienne. Hein. Il y a des gens qui sont là pour manipuler les autres. Hein. Oh, regardez, j'ai ma louloute qui est là. Bon, alors ça y est, je suis bien accompagnée, donc on va commencer. Tous ceux qui débarquent, ceux qui passent, bienvenue. Et puis on va y aller. Je vais retourner la caméra, comme ça vous me verrez plus. De toute manière, il n'y a pas d'intérêt à ce que vous me voyez, puisqu'on va écouter. Et après, s'il faut, je fais monter, mais et voilà. Bien sûr, il y aura aucun facho d'extrême droite qui va venir. Hein. Je crois qu'ils n'aiment pas les lives cultivés ou les lives où on apprend des choses. Ils veulent rester dans leur ignorance, donc ils vont rester dans leur ignorance. Hein. Et puis c'est tout. Hein. Je veux dire, on peut pas sauver la France, toute la France. Hein, il y a une partie de la France qui est perdue définitivement. Et puis c'est tout. Hein. Ces gens-là, allez, on fait pas les lives pour eux. Donc je retourne la caméra. Hop. Si j'y arrive. Voilà. Et on y va. On reprend là où on en était. 1925 à Fort-de-France, en Martinique, à 19 ans. Alors, il nous explique la naissance. Hein. Il est né à Fort-de-France, en Martinique, en 1925. À 19 ans, en 1943, il va entrer en dissidence et s'engager dans les forces françaises libres. C'est là qu'il va rencontrer pour la première fois l'Algérie. Il va ensuite retourner en Martinique et en 1946, il va aller à Lyon faire des études de médecine. Il va s'inscrire à la fac de philosophie, suivre les cours de Maurice Merleau-Ponty, faire paraître... Alors déjà, il est très littéraire. Moi, je me permets, parce que vous savez que je suis médecin aussi. Il est très littéraire. Alors, les psychiatres sont souvent comme ça. Philosophie plus médecine, c'est assez atypique. C'est pas le parcours. C'est quelqu'un de très ouvert d'esprit. Hein, je vous le dis parce que nous, les médecins, on n'est pas des grands philosophes. On aime beaucoup, mais on n'est pas forcément dans la faculté. Attendez, je coupe juste. Voilà. Dans la faculté en elle-même de philosophie. Donc c'est un parcours déjà de base. C'est quelqu'un de très sensible. Déjà de base, on peut se dire que voilà, c'est une personnalité très spéciale. Merleau-Ponty, faire paraître des premiers textes. En 1952 paraît Peau noire, masque blanc, qui était d'abord à l'origine une thèse de médecine, mais qui a été refusée comme telle. Paraîtra ensuite Les damnés de la terre. Alors, Peau noire, masque blanc, je ne savais même pas que c'était une thèse de médecine. C'est un essai sur le racisme, il me semble, mais après, bon, c'est de la lui, il est psychiatre, donc c'est pas de la médecine classique. Mais c'est intéressant de le savoir. Damnés de la terre, et Frantz Fanon meurt à 36 ans, donc il n'a pas le temps de publier plus. En revanche, sa pensée a... Vous voyez, il est mort à 36 ans, il est mort très jeune. Hein.
sa pensée a connu plusieurs mouvements. Dans votre préface à ses œuvres, vous dites bien qu'au fond, il y a eu plusieurs âges de lecture de Fanon. On va préciser quels sont ces âges. Mais d'abord, je voudrais savoir si ce qu'il affirme dans l'archive qui a ouvert cette émission, c'était son intervention au premier congrès des écrivains et artistes noirs à Paris en septembre 1956, à savoir que la réalité, dit-il, est qu'un pays colonial est toujours un pays raciste, est une phrase qui, selon vous, est une phrase de 1956 en pleine décolonisation, ou si elle vaut encore aujourd'hui pour mesurer la façon dont la pensée, le travail de Fanon a pu évoluer à travers ces âges, justement. Alors vous comprenez pourquoi les lives, quand on parle de Fanon, sont censurés. Parce qu'en fait, les paroles et les écrits qu'il a eus sont des écrits qui sont valables en tout temps sur le colonialisme. Ce qu'il a écrit à l'époque, il y a 50 ans, plus même, sont encore valables en 2025 et applicables. Voilà pourquoi les sionistes, en particulier les extrêmes droites, détestent que nous abordions Fanon, malheureusement. Disons, j'étais frappé. Enfin, j'ai écouté un ou deux extraits de discours de Fanon auparavant. Je suis toujours frappé par sa voix, sa façon de lire, recto tono, une voix de silex au fond. Et sa voix me rappelle énormément celle de quelqu'un d'autre qui, lui aussi, a frappé l'imaginaire de façon tout à fait remarquable. C'est Malcolm X. Au fond, j'avais jamais fait ce rapprochement. Et en écoutant Fanon ce matin, il m'est apparu tout de suite qu'il y avait une parenté vocale, je dirais, en ces deux personnages morts assez jeunes au fond. Tout comme d'ailleurs quelqu'un d'autre, Martin Luther King. C'est frappant. Alors il a cité, vous voyez, Martin Luther King, Malcolm X et Fanon, hein. Trois grandes personnes qui ont marqué l'histoire de beaucoup de choses, l'histoire du racisme en particulier, l'histoire de lutte pour des minorités, que ce soit pour les Noirs, pour les Algériens, etc., etc. C'est frappant à quel point est-ce que ces gens étaient jeunes lorsqu'ils ont pris la parole pour la première fois. Lorsque Fanon prend la parole par écrit pour la première fois avec peau noire, masque blanc, il a à peine 25 ans. Ouais. Il meurt, comme vous le dites, à 36 ans, mais entre 25 et 36 ans, je dirais à peine, combien, 11 ans, hein? En 11 ans, il a énormément écrit. Il a écrit plus que nous tous. On essaie d'imaginer ce que ça aurait été s'il avait atteint l'âge de 50 ans. Alors, les trois âges, en fait, il y en a plusieurs. Il y a le moment au cours duquel il écrit, en tant que contemporain, à l'époque de la décolonisation, des luttes pour la décolonisation, luttes politiques, lutte armée également. Il écrit en plein milieu de la guerre d'Algérie. Il y a le moment dont il écrit à partir de Justement, les écrits pour la lutte armée posent problème à l'État français et ont toujours posé problème, même encore à l'heure d'aujourd'hui, hein. C'est ce que disent les auteurs, enfin, c'est ce que disent les autorités, etc. Même si ces écrits sont publiés, vous avez ces livres très facilement sur Internet, vous notez les noms, vous les avez gratuits en PDF d'ailleurs. Je vous invite vraiment, tous ceux qui sont intéressés, si vous vous intéressez à l'histoire, que ce soit l'histoire de l'Algérie ou la colonisation en général ou l'histoire de France, allez lire ces bouquins, je vous jure, vous allez apprendre plein de choses et vraiment vous allez avoir une bonne vision du colonialisme et de toutes ces choses-là qu'on ne nous apprend pas à l'école. Bienvenue à tous les gars, juste ceux qui arrivent, tapotez un peu et partagez s'il vous plaît parce que je suis très signalée pour ce live, vous le savez, malheureusement, hein, c'est des thèmes qui sont très particuliers. Donc essayez de juste de participer un minimum, même si vous ne restez pas tout le live, au moins vous avez mis une petite pierre à l'édifice. Partir de l'Afrique. Il sillonne l'Afrique au cours de ces dernières années. Le Ghana, la Guinée, le Mali, ainsi de suite. Il y a le moment où sa pensée est reprise, notamment aux États-Unis, dans le contexte de la lutte pour les droits civiques. Alors, il fait l'objet d'une relecture, mais pas dans le contexte originel de ses écrits,
dans le contexte des années post-captivité, mais des années de ségrégation raciale. Vous voyez, ces écrits n'ont pas été que utilisés dans la résistance algérienne, ils ont été utilisés aussi dans la lutte contre le racisme aux États-Unis. Hein. Frantz Fanon, il a de multiples facettes pour les droits de l'homme, dans les droits de l'homme en fait, en général. Le droit d'exister, le droit d'autodétermination des peuples et les droits d'être égal aux autres, c'est-à-dire la non-discrimination raciale, ethnique ou religieuse. Donc il est vraiment quelqu'un d'important. Il y a un moment au cours duquel Fanon est relu, en particulier dans le contexte des luttes paysannes dans le tiers-monde, ce que l'on appelle le tiers-monde, dans les années 60, 70, il y a les années d'obscurité, les années 80, au cours desquelles Fanon connaît une éclipse. Il y a les années 90 aux États-Unis également, au cours desquelles il réapparaît, mais dans ce que l'on appelle les études postcoloniales. Je pense en particulier aux travaux de personnes comme Homi Bhabha, qui préface un de ces grands textes au début des années 90, et puis à l'explosion fanonienne qui commence vers la fin du XXe siècle, début année 2000, avec le renouveau des mouvements sociaux à peu près partout dans le monde, et qui se poursuit aujourd'hui d'ailleurs avec Black Lives Matter. Et donc Fanon nous aura accompagnés au fond depuis sa toute première prise de parole sur des sujets tels que le racisme, la libération, l'aliénation, la question générale de l'émancipation humaine, et je crois que sa parole sera avec nous pendant très longtemps, puisque ce sont des questions, disons, éternelles. Mais voilà, c'est il a raison. C'est ça. Ce sont des questions éternelles de l'homme, de l'homme, des droits de l'homme, et qui s'appliquent toujours, puisque je pense que ces écrits, même dans 100 ans ou dans 500 ans, ils seront encore repris. Vous voyez, ça, c'est ça les grands hommes. C'est-à-dire que les écrits sont intemporels. Que ce soit les grands philosophes ou des hommes comme Fanon, on sera toujours, il restera toujours ancré en nous et en toute personne qui aura commencé à le lire. Alors, bienvenue, je fais juste une pause pour vous dire bonsoir. Bonsoir Abdelkader et le parrain. Comment vous allez? Bonsoir Uni. Vous êtes là les garçons? Attends, oui. Je t'entends pas. Allô? Oui, Uni. Ouais, salut, comment vas-tu? Très bien, c'est Atman, hein, j'ai changé, j'ai mis le parrain. Je me doutais, c'était la même photo, mais d'accord, salut Atman. C'est la photo de Béjaïa, ma ville natale en Algérie, et le premier hôpital qui a été construit en 1896. Après l'indépendance, on lui a donné le nom de Frantz Fanon à Béjaïa. C'est-à-dire tous les bougiotes, tous les gens de Béjaïa connaissent Frantz Fanon. Ils connaissent son histoire et puis voilà. C'est que vous pouvez demander à n'importe quel enfant à Béjaïa, il connaît Frantz Fanon. Bravo, bravo. Bah écoute, malheureusement, je peux pas dire le cas pour tous les Français. Hein. Nous, on n'apprend pas ça à l'école. Faudrait que je redemande à ma mère qui était prof d'histoire s'il fait partie. Nous, à cause aussi, l'hôpital, il porte le nom de Frantz Fanon. Bien sûr. Voilà. Grâce, oui, bien sûr. Grâce, exactement. Exactement. Alors, on continue un petit peu. Les gens qui arrivent, n'hésitez pas à repartager, s'il vous plaît, au maximum. Vous cliquez sur le petit truc, vous mettez publier, republier, c'est gratuit, hein, c'est juste un petit clic pour motiver le live, et vous pouvez aussi mettre en story ou envoyer aux gens, juste parce que je suis très signalée et je pense qu'il faut que le maximum de personnes y passent sur ce live et ils entendent, ne serait-ce qu'ils passent 2 minutes et ils disent tiens Fanon sur les colonisés, machin, ça marque, c'est extrêmement important, donc essayez de participer s'il vous plaît pour qu'il y ait un peu plus de visibilité pour le live. Mais voilà, c'est toute la question justement, et c'est pour ça que j'attirais votre attention sur ce point. Quand il prononce ce discours en 1956, il dit, je répète la phrase, un pays colonial est forcément un pays raciste, et il va même jusqu'à dire que finalement, dans un pays où presque personne ne serait raciste, sauf quelques personnes, ce sont les racistes qui ont raison, si ce pays est colonial. Il pointe un lien structurel entre le colonialisme et le racisme. Que reste-t-il de cette affirmation aujourd'hui, quasiment un demi-siècle plus tard, où les études ne sont plus coloniales, mais justement post-coloniales? Dans quelle mesure est-ce qu'on peut transposer ce qu'il affirmait à l'époque, aujourd'hui en 2021?
mais le propre du racisme, et Fanon l'avait d'ailleurs lui-même soupçonné, le propre du racisme, c'est de passer, c'est d'être constamment en mutation. Le racisme est comme un virus. Il y a une dimension virale du racisme, c'est-à-dire qu'il se Bonsoir tout le répand, monde. mais davantage encore, il passe par des mutations permanentes. Voilà. Alors attendez, je L'autre mets une pause. On peut développer hein, si on le souhaite. Ah, il est parti, Atman. Voilà, voyez ce qu'il nous dit. Le racisme est comme un virus qui mute et qui évolue. Il a raison. Parce que le racisme d'il y a 50 ans hein, n'est pas le même racisme de 2025. Hein, ils peuvent avoir des mécanismes similaires, mais pas forcément, ça mute. Je veux dire, on en reparlera, on verra s'ils arrivent au conflit israélo-palestinien, etc., avec le suprémacisme du colon, etc. Je vais pas avancer, on va voir un petit peu s'ils avancent. Bonsoir DZ Family, bonsoir tout le monde, bienvenue à tous. L'autre caractéristique du racisme, c'est qu'il a une dimension, et Fanon utilisait d'ailleurs ce terme lui-même, il a une dimension atmosphérique. Et donc, le racisme, en fait, on le voit très bien ici en Afrique du Sud. Ici en Afrique du Sud, pendant très longtemps, le droit exigeait que l'on fût raciste. C'est ça. Ne pas être raciste, c'était aller contre la loi. Puisque la loi exigeait que l'on fût raciste. Alors en 1994, l'apartheid, le système du racisme, a été aboli juridiquement, constitutionnellement. Mais grâce notamment, je complète, à une longue période de boycott que reprend d'ailleurs le BDS pour le boycott des produits d'Isabelle, hein, de la même manière. Hein. J'ai juste une parenthèse. Mais ce que l'on observe, c'est que le racisme est capable de survivre à son abolition juridique. C'est pas parce que l'apartheid a été aboli que l'Afrique du Sud, le racisme a été éliminé ici. Pas du tout. Bien sûr. Donc il peut survivre. Bien sûr, il a raison. L'apartheid a été aboli, mais le racisme reste tout comme aux États-Unis. Je pense qu'ils vont en parler un peu. La situation des Noirs aux États-Unis, etc. Actuellement, en 2025, vous voyez, vous avez Macron, j'allais dire. Trump qui fait le malin, mais la situation est terrible pour les minorités aux États-Unis en cette période. Alors ils viennent nous dire America, démocratie, etc. Et c'est le pays où il y a le plus de racisme, les gars. Macondo, on voit pas ce que tu as écrit. Attends, je vais te l'autoriser parce que t'as vu, il te mute. TikTok ne veut pas que vous écriviez des choses. Il a dit c'est Algérie qui a travaillé pour exclure le régime apartheid de l'ONU. Bravo, Macondo. Si vous voulez monter vite fait, parce que vous connaissez bien le sujet, rajouter que 2-3 choses sur l'Afrique du Sud ou sur l'Algérie ou sur Fanon. Hein, factuellement, il y a une place. Bien sûr, faut être dans le sujet. Hein. Je fais pas monter les gens pour que vous me racontiez ce que vous avez dîné tout à l'heure. Faut être dans le sujet, mais n'hésitez pas si vous le souhaitez. Encore une fois, on est 60, ça monte un peu, très peu, mais ça monte. Tapotez, repartagez au maximum les gens. Faudrait qu'on pète les 50 cœurs rapidement de cœur et tous les repartages, etc. pour qu'il y ait le maximum de personnes qui soutiennent le live ce soir. Hein. Je rappelle, on fait un live sur l'histoire de Fanon. On est en train d'écouter un audio. Ça dure 55 minutes. Je l'ai pas écouté, donc on découvre ensemble. Hein. Et ça va nous permettre de débattre et d'apporter des éléments et de réfléchir et peut-être probablement, je pense, d'apprendre des choses qu'on ne connaissait pas. Voilà. Donc il peut survivre aux infrastructures juridiques qui le légitiment. Et donc c'est quelque chose de pas seulement pervers, mais c'est quelque chose qui constamment est en mutation. D'où la difficulté de combattre le racisme. Et donc c'est pas seulement propre, je dirais, aux pays coloniaux. C'est quelque chose qui existe y compris en l'absence même de ce que l'on appelle les races. Vous allez en Pologne, vous allez en Russie, dans des villages où on n'a jamais vu un seul noir.
mais vous avez des racistes. Vous voyez, Alors vous allez en Picardie, là d'où je viens, il y a très peu de Noirs ou d'Arabes dans certains villages. Hein. Enfin, je parle comme ça, Noirs ou Arabes, on se comprend. Très peu d'étrangers, enfin d'étrangers, je sais pas comment dire. Bref, vous me comprenez. Et ils sont racistes à 100%, à 100%. Donc je crois que voilà, ça c'est un peu le paradoxe. vous voyez un peu le paradoxe Ah bah sur lequel j'essaie voilà, vous voyez, on utilise les mêmes termes. C'est ça, le paradoxe. de mettre le doigt. C'est quelque chose d'extrêmement complexe qui n'a pas besoin de conditions objectives pour ainsi dire, s'objectiver. Alors ça veut dire que le racisme participe de quelque chose de très profond dans la psyché humaine, quelque chose d'extrêmement profond qui trouve à travers l'histoire dans les conditions de sa réalisation. D'où peut-être, il faut insister sur ce point-là dès maintenant, le travail médical et psychiatrique de Fanon. Vous présentez d'ailleurs Fanon, Achille Mbembe, comme un guérisseur, comme quelqu'un qui veut reconstruire après ce qui a été détruit. Il y a une relation de soins que l'on peut trouver chez Fanon, autant dans ses écrits philosophiques que dans son engagement politique, que dans son travail de soignant justement. On va entendre une autre définition que Fanon donne du racisme, puisqu'on est là au cœur du problème qui va nous accompagner cette semaine. On précisera les concepts au cours des jours suivants également. Mais justement, la question que vous posez, c'est celle de savoir dans quelle mesure le racisme serait une idéologie. Est-ce qu'il y a une psychologie particulière de l'homme raciste que l'on pourrait ainsi analyser? Écoutez-le, c'est toujours un extrait de cette conférence des écrivains noirs de 1956. Le racisme boursoufle et défigure le visage de la culture qui le pratique. La littérature, les arts plastiques, les chansons pour midinettes, les proverbes, les habitudes, les patterns, soit qu'ils se proposent d'en faire le procès ou de le banaliser, restituent le racisme. C'est dire qu'un groupe social, un pays, une civilisation ne peuvent être racistes inconsciemment. Le racisme n'est pas une découverte accidentelle, ce n'est pas un élément caché, dissimulé, il n'est pas exigé d'efforts surhumains pour le mettre en évidence. Le racisme crève les yeux, car précisément il entre dans un ensemble caractérisé, celui de l'exploitation éhontée d'un groupe d'hommes par un autre, parvenu à un stade de développement technique supérieur. C'est pourquoi l'oppression militaire et économique précède la plupart du temps, rend possible, légitime le racisme. L'habitude de considérer le racisme comme une disposition de l'esprit, comme une tare psychologique, doit être abandonnée. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Nous parlons de Frantz Fanon cette semaine, aujourd'hui en compagnie d'Achille Mbembe, qui est avec nous en direct depuis le Cap, en Afrique du Sud. Vous avez entendu la voix de Frantz Fanon. Je précise que donc Fanon, lorsqu'il commence à exercer son métier de psychiatre, va très vite s'élever justement contre le racisme du corps médical à l'égard des Nord-Africains, perçus comme des malades imaginaires. Et il écrit dans un des premiers textes qu'il a écrit, qui va paraître dans la revue Esprit en 1952, quelles sont-elles ces créatures qui se dissimulent, qui sont dissimulées par la vérité sociale sous les attributs de Biko, Bougnoul, Arabe, Sidi, Monzami, etc. Si bien, Achille Mbembe, qu'on se demande dans quelle mesure est-ce que son métier de psychiatre a contribué pour lui à affiner la notion même de racisme et à vouloir à la fois l'ancrer dans une structure psychologique, en même temps tout faire justement pour ne pas en faire une espèce d'origine individuelle, mais le résultat de structure. Vous voyez, hein, dès qu'il a commencé sa carrière de médecin psychiatre, il a observé à cette période le racisme dans le monde médical avec la stigmatisation des patients, ils disent nord-africains, voilà, Maroc, Tunisie, Algérie, hein, voilà. Vous voyez? Non, on va voir comment ça évolue. Donc, il a toujours été dans la défense et la lutte contre le racisme, en fait, cette personne-là. D'ailleurs, je sais pas s'ils vont nous parler après, je pense qu'on va y arriver, et qu'il a été victime lui-même de racisme par les Français. On va voir s'ils y arrivent.
Tapotez un peu, on se fait signaler, mais c'est dingue, hein, les fachos ne veulent pas. Tapotez à fond, partagez le live, on est 36, il y a au moins 20 personnes qui tapotent, ça monte et ça lève le ban. Je vous jure, on est monté à 60 ou 70, on est redescendu. Ça, c'est de la Hasbara 100%. 100% Hasbara de Tel Aviv. Un truc de dingue. Ah oui, il comprend très vite que, au fond, la maladie, le phénomène de la maladie, est évidemment un problème organique, dans le sens où, le corps est mis sous stress, placé sous stress, il fonctionne plus comme il devrait fonctionner. Mais il comprend également que la maladie est un phénomène social total, dans la mesure où la souffrance qu'éprouvent les individus sous un régime politique donné, elle produit de l'oppression dans laquelle ces individus vivent. Et donc, il s'efforce en particulier de étudier comment est-ce que la médecine fonctionne dans le contexte colonial. Du coup, son analyse du racisme est intrinsèquement liée à son analyse, disons, des phénomènes de soins. Les deux choses vont ensemble. Pour lui, la clinique, au fond, c'est pas seulement l'hôpital, c'est le réel, en fait, qui sert de clinique à Fanon. Comment prendre en charge la souffrance des hommes et des femmes dans un milieu dans lequel ils sont soumis à l'oppression raciale et coloniale. Tel est le projet qu'il s'efforce dès lors de mettre en route, notamment lorsqu'il va en Algérie. Oui. Mais en fait, ça commence bien avant, à Saint-Alban, lorsqu'il il travaille en France. Soigné d'un côté, mais de l'autre, il est aussi prêt à prendre les armes pour se battre, justement, je l'ai dit. Il va s'engager, et surtout en Algérie, où il va vraiment être du côté de ceux qui se battent, ce qui veut dire que je disais que voilà, vous le présentez comme un homme de soin qui veut reconstruire ce qui a été détruit, accueillir le cri de l'homme mutilé. L'homme mutilé, c'est une expression d'Aimé Césaire, mais il veut aussi lui-même, et c'est toute la question, peut-être détruire ce qui ne fonctionne pas. En fait, il fait les deux en même temps. Chez lui, les deux choses ont toujours été... je relisais ce matin d'ailleurs le chapitre des Damnés de la Terre, le tout premier chapitre sur la violence. Je le relisais en lien avec un texte qu'il avait rédigé à Accra, au Ghana, un texte intitulé « Pourquoi nous avons fait le choix de la violence ». Oui, qu'on peut entendre d'ailleurs dans un instant, si vous le voulez. Ah ouais, ce sera intéressant Okay, qu'il le passe. Et au fond, Fanon, il n'a pas fait, disons ceci, il y a de très mauvaises interprétations de la théorie fanonienne de la violence. Jean-Paul Sartre, par exemple, son interprétation de la violence chez Fanon, elle est, comment dire, elle n'est pas vraie. Jean-Paul Sartre qui a fait la préface des Damnés de la Terre. Hein. Oui, c'est lui, il a fait la préface des Damnés de la Terre. Il a proposé dans cette préface une interprétation. En fait, il va critiquer, là, regarde, il va critiquer la préface de Jean-Paul Sartre qui dirait, d'accord, que en résumé, hein, Jean-Paul Sartre explique que Frantz Fanon, pour que le colonisé puisse s'extraire de cette pression psychologique du colon, n'a que la violence pour s'en extraire. Et Frantz Fanon, à la base, voulait être
envoyé en tant que psychologue dans un hôpital africain et il a été relayé en Algérie et il a fait sa révolution. Son souhait, en fait, c'était de créer une révolution avec des Africains. Il l'a fait avec des Africains du Nord. Mais en tout cas, voilà, Jean-Paul Sartre, ce qu'on lui reproche, c'est d'avoir réduit Frantz Fanon à une réflexion qui est celle de prôner la violence C'est pour ça. s'extraire Mm. de cette torpeur de coloniser. Mm. C'est vrai. Alors, il faudra qu'on la lise, peut-être sa préface, un de ces quatre. On l'étudiera de toute manière, comme ça, on pourra réfléchir dessus. Beau parcours. Bienvenue tout le monde, hein. Bienvenue tous ceux qui arrivent. Il y en a un qui me dit une île injuste, sioniste injuste. Montre Rabbi Jacob. Déjà avec ton nom, Rabbi Jacob, c'est un peu bizarre, hein. Bon, mais si vous voulez monter, montez, hein. Je vous secouerai un petit coup et après vous redescendrez, hein. Après, vous voyez, là, on est plus sur l'interprétation un peu philosophique et historique de choses. On a un niveau que vous, les fachos, sionistes, extrémistes et tout ce que vous voulez, vous l'avez pas. Vous êtes incapable de faire un live comme le mien, ne serait-ce un dixième de mon live. Vous êtes toujours en train de... Vous savez, les animaux sauvages sur des lives, vous vous aboyez dessus. Ici, on n'est pas là pour ça. Hein. Après, ça me dérange pas de vous mettre des teutards une fois de temps en temps dans la tronche, parce que vous ne comprenez que ça, malheureusement. Mais on est quand même bien au-dessus ce soir. On est en mode relax. Vous voyez, on est en mode intellectuel, tranquille entre nous. On essaye d'écouter, de réfléchir. Voilà, c'est tranquille. C'est comme si on est un peu en train de fumer un cigare tranquillou. Voilà. Vous voyez, entre gentlemen, hein. Nous sommes des gentils gentlemen et gentle girls. Vous connaissez pas la civilisation, les fachos sionistes. Vous connaissez que la haine et la destruction, les gars. On connaît. Bref, allez, on continue. Ils ont le seum, comme on dit. Ah, ils ont le seum. Qui ne répond pas véritablement qui n'est pas en adéquation avec ce que Fanon lui-même a écrit et ce qu'il a dit. Il l'a fait plus violent qu'il ne l'est, c'est ça? Il a été beaucoup plus violent, qu'il est allé bien au-delà de ce que Fanon a voulu dire. Je crois que ça a beaucoup fait du tort à la pensée fanonienne de la violence. Ah bah j'étudierai ça, la version de Sartre. Pourquoi est-ce qu'il a ouvert sa bouche là-dessus et qu'il a sali Fanon, ça... Bref, j'ai pas assez de connaissances là-dessus. Si vous avez le contact du professeur Mohamed Bitoui, n'hésitez pas à lui envoyer. Je pense qu'il serait intéressé par ce live. Alors, pour faire un petit résumé, justement, Jean-Paul Sartre s'est servi de cette préface, d'accord, qu'il a faite sur les damnés de la Terre, parce que, en fait, il voulait émettre un avis qui était le sien sur la chute du monde européen et de la violence qu'il avait pu mettre en place et qu'il était normal qu'il en reçoit déjà un retour. Et vu le positionnement tiers-mondialiste, tiers-mondiste de Frantz Fanon, il n'y avait pas le choix à l'époque que d'exercer une pensée dans une espèce de revanche. Mais dans une revanche où ils excluaient les deux mondes, c'est-à-dire que les blocs de l'Est et les blocs de l'Ouest étaient évacués, c'est-à-dire que les pays du tiers-monde ne devaient plus se laisser happer par ces économies qui n'avaient que le souhait de leur extraire leurs ressources. Et en fait, Jean-Paul Sartre, il s'est servi de cette préface pour donner son avis et sa violence, c'est-à-dire sa violence personnelle sur ce qu'avait fait le colon, et c'était pas l'idée de Frantz Fanon. Frantz Fanon, il l'avait exprimé autrement. Voilà, bon. Donc merci Alexandre, on y va. Les gens qui arrivent, bienvenue à vous, tapotez bien, partagez le live, n'hésitez pas, republiez ou mettez en story, vous cliquez, vous mettez ajouter à story, ou vous cliquez longtemps et vous envoyez à tous les gens que vous voulez, tous les amis, tout ça, juste pour que le live il soit stabilisé parce qu'on est que 36 et je pense qu'on est signalé à fond la caisse. La violence. Hannah Arendt, la grande philosophe allemande, elle aussi a proposé une interprétation de la violence chez Fanon qui ne correspond pas véritablement à ce que Fanon pensait. Fanon distinguait bien entre plusieurs sortes de violences. Il y avait chez lui la violence coloniale,
qui était à l'origine de presque tout. C'était, disons, une violence de type structurel, fondationnel, si vous voulez. La violence du colonisé. Voilà, la violence coloniale dont on doit parler, notamment pour la Palestine. Ramenez-vous à chaque fois à la violence coloniale, ramenez-vous aux origines, ramenez-vous au terreau S, les lives que je vous fais. Je vous donne toutes les clés pour la cause palestinienne, pour aller ensuite en parler ailleurs, que ce soit sur les réseaux, dans votre famille, à vos amis, en dehors, où est-ce que vous voulez. Tout ça, c'est des thèmes, c'est particulièrement important. Tous les thèmes qu'on aborde pour ensuite en parler plus tard, pour vraiment que le maximum de personnes soient informées. Du colonisé chez Fanon était une réponse à cette violence originaire, fondationnelle, architectonique, si vous voulez. Elle est une réponse. Elle est une réponse et Fanon ne se fait pas d'illusions au sujet de cette réponse. Il sait très bien que toute violence ouvre la porte à quelque chose d'inconnu, au besoin à quelque chose d'incontrôlable. Mais il pense que cette violence, elle est nécessaire. Elle est nécessaire pour faire passer le colonisé d'une vie végétative à une vie consciente, à une vie historique. Il est persuadé que c'est le colonialisme, c'est ainsi qu'il l'appelle, et c'est d'ailleurs frappant. Il parle de deux choses, du colonialisme ou alors du régime colonial. Il parle très peu de la colonisation. Le colonialisme, il est persuadé que c'est une force métamorphique qui ne peut être brisée que par une autre force métamorphique. Il est persuadé que le colonialisme ne raisonne pas. Il ne sait pas raisonner, il ne sait pas dialoguer, il ne comprend qu'une seule langue, la langue de la force, à laquelle il faut opposer la langue de la force. Et il sait que dans cette opposition frontale, sans réserve, je cite ces termes, il y a quelque chose de fondamental qui est détruit. Et ce quelque chose de fondamental qui est détruit peut être détruit pour de bon. C'est-à-dire, on passe, la violence ouvre la porte à des pertes. Donc en gros, c'est que la violence coloniale, nous on dit colonisation, mais il a raison, il parle de régime de colonialisme ou de régime colonial. Les termes, ils sont très importants, en fait, on est trop généreux, nous. Le régime colonial est oppressif et violent de nature, et que la seule réponse qu'on peut lui donner, c'est une violence équivalente. C'est ça, en fait, qu'il est en train d'expliquer. On ne peut répondre au colonialisme que par les mêmes méthodes. Et comme ils sont violents, on doit être violent. C'est vraiment ça, en fait. C'est ce que je te disais au début. Justement, la réflexion de Jean-Paul Sartre paraissait un peu trop préciser justement que c'était l'idée de Frantz Fanon. Et Frantz Fanon, c'est pas tout à fait l'idée qu'il avait émise. Il n'avait pas dit violence contre violence. Il prévoyait une révolution, mais une révolution intelligente. C'est-à-dire que c'était pas une violence brute. Il a quand même essayé quelque part, même si ça fait de la pub aux damnés, attention, aux damnés de la terre, ça a été justement, ça a permis de le mettre en lumière, cette préface de Jean-Paul Sartre, il faut le dire. Et donc c'est ça qui peut gêner. C'est-à-dire que il y a quand même un résumé autour de ça. Mais c'est Jean-Paul Sartre qui avait cette vision, c'est-à-dire c'est le miroir qu'il avait de l'Europe. Ok. Alors, on avance. Merci les gars pour votre présence et le tapotage, le soutien. Merci des aides family, tout ça. Bienvenue à tous ceux qui passent. Ici, on est tranquille. Vous n'aurez pas de cris là ce soir, je crois pas. On en a eu assez, c'est bon, on est tranquille là. Irréversible.
Quelles sont-elles, ces pertes irréversibles? Pardon? Quelles sont-elles, ces pertes irréversibles? Qu'est-ce qu'il y a d'essentiel qui est détruit à ce moment-là? Déjà la vie. À commencer par la vie. Ah, parce que la violence qu'il peut légitimer en retour de celle du colonialisme implique le fait de tuer. Ah oui, bien sûr. Ça implique tout ce que la violence implique. Il est tout à fait clair à ce sujet. Il est clair, il y a un prix à payer pour la libération. Et tuer qui concrètement? C'est le prix, c'est la mort. Une fois que vous vous levez face à un oppresseur qui est prêt à liquider tout le monde pour rester au pouvoir, vous risquez de perdre votre vie. Et il est persuadé qu'il n'y a pas de liberté sans prise de risque. Le risque final. Le prix que vous payez, c'est le prix de votre vie. C'est le prix du sang. Je le cite, ces termes. C'est des termes fanoniens que j'utilise. Donc, pardonnez-moi, le sang de celui qui se bat pour devenir libre ou le sang de l'oppresseur? Tout à fait. Le sang de l'oppresseur qu'il est autorisé à tuer pour se libérer. De quelle mort parle-t-on? Des deux? Oui, ça. Tous les deux. Tous les deux prennent des risques. Et le risque final, c'est que leur sang soit versé. C'est un risque. Voyez le Romain qu'on a eu hier, une parenthèse, hein, le Romain qui nous a sorti sa vision française là, avec ses 13 victimes par an, soi-disant, et il a dit que les Algériens et le fils étaient des terreaux. Il faudrait l'inviter qu'il écoute un peu Frantz Fanon, hein, parce que finalement, une fois qu'on a compris ses écrits et ce qu'on est en train de passer là, il y a plus de discussion, les gars. Voilà, c'est une résistance par tous les moyens, point barre, c'est tout. Et ça, je pense qu'il faut vraiment que des gens se le mettent dans la tête, en fait. C'est un risque, d'après Fanon, qui vaut la peine. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de prix pour la liberté. Là où la liberté est en jeu, vous devez tout risquer. Vous devez risquer tout sans réserve. Ça, c'est Fanon. Et donc, il est tout à fait réaliste par rapport à tout cela. De notre côté, le soin, il est intégral dans sa démarche. Mais ici également, Fanon est absolument réaliste. Il sait que la fonction de la médecine, c'est pas vraiment de guérir. Il sait que la guérison, c'est un horizon. Alors, c'est pas en particulier je précise en tant que médecin, c'est en particulier cette vision-là en psychiatrie. Parce qu'on rappelle qu'en je vais pas généraliser sur toutes les maladies psychiatriques ou les troubles autres de l'humeur ou personnalité pathologique, on va dire ça comme ça, névrose et autres, on ne guérit rarement. En psychiatrie, on guérit. Par exemple, un bipolaire ne guérit pas. On le stabilise. Un dépressif, pareil. On les stabilise avec des médocs. Là, je parle pas de psychothérapie parce que c'est pas mon domaine, c'est encore autre chose. Je parle de médecine psychiatrique tout court. On les stabilise avec des médocs, mais ça ne guérit pas. Alors, ce qui n'est pas le cas pour le reste de la médecine. Donc, on est vraiment dans son spectre psychiatrique et non pas dans le spectre. Nous, on appelle ça somatique, hein, médecine autre, pas psychiatrique, médecine du corps. Alors, c'est un horizon. La médecine a pour fonction chez lui de soulager de la souffrance. C'est une fonction de soulagement et une fonction d'accompagnement. Accompagnement, c'est-à-dire de restitution de l'individu malade dans une communauté. Il a une définition assez incroyable de la maladie, en fait, Fanon. Bon, ça m'étonne pas. Fanon dit du malade que Juste une parenthèse, ça ne m'étonne pas, parce que c'est une vision de psychiatre. Ça ne m'étonne pas du tout. Vraiment, c'est la vision de psychiatre qui est différente de nous, les médecins autres. Vraiment. On n'a pas le même spectre de la médecine. Que le malade est celui qui a été coupé de la communauté.
et qui, ayant été coupé de la communauté, ayant perdu, disons, cette assise qu'est la communauté, a par là même été privé de langage ou, pour utiliser ces mots, de parole. Donc le malade, c'est celui qui est en quête, à la recherche d'une parole perdue, cette parole étant au fond la communauté, comme le lieu qui autorise la parole, qui lui donne une signification. Et donc c'est une conception de la maladie assez peu médicale en réalité, et très sociale. Psychiatrique. La maladie, c'est l'absence de relation. C'est le fait que la relation a été brisée et le médecin, c'est celui qui essaye d'aider à retisser la relation. Et donc cette affaire de la politique de la relation, en fait, c'est par là même qu'il commence ses travaux. Lorsque vous lisez Peau noire, masque blanc, les toutes premières pages de Peau noire, masque blanc portent sur la thématique de la relation, de la bonne relation. La bonne relation étant quoi? La relation d'amour, et l'amour étant, d'après Fanon, cette relation que l'on vit de façon libre. C'est-à-dire cette capacité de retrouver une liberté intérieure qui permet de se relier à l'autre hors de toute oppression. Est-ce que vous voulez dire qu'il y a un parallèle à faire ou une analogie entre l'homme malade et l'homme victime de racisme? Oui, évidemment. Les deux vont ensemble. L'homme malade, l'homme victime de racisme et l'homme privé d'amour ou de relation. Moi, ça m'étonne toujours que jusqu'à présent, on n'ait rien sur, disons, en termes d'études fanoniennes, Oui. rien sur la conception fanonienne de l'amour. En fait, tout part de là. Toute la pensée de Fanon part d'un constat apparemment banal. Comment se fait-il qu'on ne s'aime pas? Je n'invente pas ça, c'est lui-même qui le dit. Toute la philosophie de Fanon part de cette question. Comment se fait-il qu'on ne s'aime pas? Et qu'est-ce que pourrait être l'amour libre? C'est quoi les conditions d'un amour libre qui ne soit pas pollué par le racisme? C'est quoi la relation, la bonne relation? Et vous aurez remarqué que cette question de la relation, la politique de la relation, on la retrouve aussi, cette question, chez quelqu'un comme Glissant. Oui. Glissant parle de poétique de la relation. En fait, c'est la grande question philosophique africaine, afro-diasporique également. C'est ça c'est-à-dire que, y compris dans les pensées africaines précoloniales, la question de la relation précède la question de l'être. Dans la philosophie grecque, occidentale, tout ce que vous voulez, la grande question, c'est celle de l'être. La question de l'ontologie. L'être et le néant, l'être et le temps, c'est la question de l'être. Chez nous, c'est celle de la relation. Et il écrit Comment d'ailleurs. faire place? Allez-y, pardon. C'est ça la question. Comment est-ce qu'on fait place à l'autre? Comment on fait place au vivant dans sa généralité? Le vivant englobant évidemment les autres espèces humaines, les autres espèces non humaines, l'environnement, les ancêtres, le monde dans sa généralité. Comment on fait place à? Et donc comment on tisse la relation, comment on répare la relation qui a été brisée.
C'est tout ça. C'est-à-dire que Fanon, toute son œuvre, elle peut être lue justement à partir de là. Et d'où le fait que ça va être une œuvre qui va nous parler pendant très longtemps, parce que nous rentrons de nouveau de façon dramatique avec la crise écologique, la crise du racisme. Nous revenons de plein pied dans la question de la relation. Ne me poussez pas à bout. Ne m'obligez pas à vous dire ce que vous devriez savoir, monsieur. Si tu ne réclames pas l'homme qui est en face de toi, comment veux-tu que je suppose que tu réclames l'homme qui est en toi? Si tu ne veux pas l'homme qui est en face de toi, comment croirais-je à l'homme qui est peut-être en toi? Si tu n'exiges pas l'homme, si tu ne sacrifies pas l'homme qui est en toi pour que l'homme qui est sur cette terre soit plus qu'un corps, plus qu'un Mohamed, par quel tour de passe-passe faudra-t-il que j'acquière la certitude que toi aussi, tu es digne de mon amour? Je crois que nous avons écrit la préface de ce monde nouveau, en plein siècle d'ethnocentrisme européen, en plein siècle d'assimilationnisme, accepté d'ailleurs en général par les colonisés. Eh bien, nous avons posé un certain nombre de problèmes, qui sont des problèmes actuels, mais qui étaient des problèmes tout nouveaux, et c'est en cela que consistait la révolution culturelle. Mais nous avons été les premiers à poser les problèmes de l'identité, à réhabiliter et à mettre au premier plan l'indispensable fidélité à ces populations qui ont été asservies, qui ont été dominées, qui ont été insultées, qui ont été vendues, qui ont été transplantées. Eh bien, c'est vrai, je sens que je suis né dans la cale des bateaux négriers. Et c'est ma fierté de revendiquer cette descendance et de l'affirmer. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie et la voix d'Aimé Césaire. C'était sur France Culture en Alors, je crois que là, on a bientôt fini. C'est intéressant, les gens. Je sais pas, Abdelkader, si tu veux prendre la parole, tu peux. Je vais voir s'il reste 23 minutes encore. Donc, on avance un petit peu. On peut faire des petites pauses si vous souhaitez monter de temps en temps. Voilà. Ouais, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, Frantz Fanon, c'est quand même l'élève de Aimé Césaire. Hein. Aimé Césaire était son professeur de lettres dans son lycée en Martinique. Et il s'engage très jeune, hein, faut le savoir, à 18 ans, dans les forces de la France libre. Et c'est là où il subit du racisme, et c'est là où il commence justement son engagement et qu'il écrit sa première œuvre. Et on sait que Aimé Césaire, lui, c'est quand même l'instigateur de la négritude, c'est-à-dire le fait que l'homme noir doit s'émanciper justement des chaînes qui lui ont été imposées. Et ça s'appelait c'est très révélateur à Frantz Fanon. Par contre, lui, il va plus dans une libération qui est un peu plus, on va dire, un peu plus. Aimé Césaire, c'est plus, on va dire, plus légal. Il va essayer d'intégrer, on va dire, l'administration pour essayer de faire de la politique. Et Aimé Césaire, Frantz Fanon, il trouve que ça va pas assez vite, et c'est pour ça qu'il s'engage avec le FLN. En tout cas, il voulait créer une révolution parce qu'il avait compris que c'était c'était trop lent, et il trouvait qu'il fallait quand même se réaffirmer puisque toute l'histoire africaine avait été effacée par la colonisation. Et lui, il était plutôt dans une préconisation de la lutte armée, et donc ça lui a plu d'arriver au Maghreb, en Algérie, parce qu'à la base, il devait atterrir, lui, il avait postulé pour un poste en Afrique, plutôt au Sénégal. J'arrive, je peux te laisser 5 minutes, Alexandre. J'ai juste 2 minutes à occuper. Soit je vous laisse filer le texte, soit Alexandre, tu prends la parole. J'ai juste 2 minutes, je dois occuper à faire un truc. Il y a une petite urgence, mais voilà, je suspends pas le live. Si vous voulez, je continue l'audio et puis j'arrive, d'accord?
Alors, c'était sur France Culture en 1993. Aimé Césaire, dans cette archive, revient sur le projet de révolution culturelle qu'il a voulu mener autour du terme de négritude. Et la question se pose de savoir, à Chimembe, dans quelle mesure Frantz Fanon lui-même était en accord et en désaccord avec cette pensée de la négritude. D'un côté, il est inspiré par ce terme-là, qui lui paraît un instrument important de la conscience noire, qui doit permettre de briser les chaînes du colonialisme. Mais de l'autre, il développe aussi une attitude plus critique, car il croit en ce qu'il appelle lui-même une forme d'universalité de la condition humaine. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, c'est-à-dire que pour ce qui est de la négritude, il respectait beaucoup Césaire. Il avait beaucoup de respect pour Césaire. Il n'en avait pas pour quelques autres. Qui ça? Pas autant. Pardon? À qui pensez-vous? Il critique, par exemple, Senghor sans concession, à la fois du point de vue politique que du point de vue, disons, intellectuel. Critique la négritude senghorienne sans concession. Il est prêt à excuser Césaire, y compris dans ses choix politiques. Mais c'est peut-être pas l'essentiel. Fanon croit en une chose. Il croit en une espèce d'égalité originaire. Lorsque Fanon parle du nègre, il en parle comme de celui-là ou de celle-là qui n'aspire qu'à une chose, à être un homme ou une femme comme toutes les autres. Il répète ce terme constamment. S'il ne veut pas être un homme en moins, il ne veut pas être un homme en plus. Il veut juste être un homme comme tous les autres. Un homme comme tous les autres, et dans ce sens, un homme qui chemine avec les autres, qui est en chemin avec les autres. Moi, ce qui me frappe en le lisant, en particulier Peau noire, masque blanc, parce que c'est là où il est le plus explicite, mais aussi d'ailleurs dans ses autres écrits, c'est cette espèce de point de départ originaire et point de destination universel qui englobe tous. Et donc, c'est cela la véritable universalité. Donc ça veut dire qu'il ne réinvestit pas, comme le fait Césaire, comme le fait Senghor, le terme même de négritude. Il ne cherche pas à essayer d'investir une culture ou une ethnie particulière. Non, pas du tout. Mais pas du tout. En fait, Fanon est un des grands philosophes disons, de l'antidifférence. Mais c'est quelqu'un qui ne croit pas en la différence, ou en tout cas, qui est un grand critique. Il pensait vraiment à l'égalité entre les... Voilà. Oui. Ouais. En fait, Fanon, il va au-delà justement de négritude de Aimé Césaire qui dit que voilà, il faut sortir de cette pression et devenir un noir émancipé et qui prend toute sa place et qui est un vrai acteur. Lui, il dit il n'y a pas de noir, il n'y a pas de blanc. En fait, on peut tous être égaux. Quand il s'est vu faire ses études, il a subi une pression hiérarchique, mais lui sait que c'est juste une vue de l'esprit de par ces individus. Pour lui, il a vu des gens qui estimaient qu'il était un égal là, et il est vraiment persuadé qu'on peut le réaliser. Pour lui, dans son esprit, il veut arriver à ne plus trouver de différence, du moins montrer qu'il n'y a plus de différence entre un être de couleur et un colon.
C'était vraiment son idée. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de violence, en fait. C'est pas quelqu'un qui est violent pour être violent. Son idée principale, c'est pas celle-là. Il répond juste à un instant de violence par la violence parce qu'il n'arrive pas à s'y opposer différemment. Il aurait voulu être l'égal de quelqu'un, mais on lui a imposé une hiérarchie violente. Donc, il répond que, effectivement, pour se sortir, pour tous ceux qui l'ont subi, effectivement, peut-être que la violence est la meilleure des méthodes. Merci. Bienvenue à tous. On se fait signaler. Hein. Tapotez, partagez au max. Ceux qui passent, partagez s'il vous plaît. Remettez en story, envoyez aux gens. Il y a sur le côté, vous pouvez faire la petite flèche et envoyer aux gens au maximum pour soutenir le live. N'hésitez pas. Donc on continue. Il reste 19 minutes. Et après, sur Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, quand il crée cette polémique, c'est peut-être voulu. C'est peut-être pour ça a suscité un intérêt sur l'ouvrage. Et donc, il faut faire attention, ne pas dire que Jean-Paul Sartre a fait une erreur réellement. C'est peut-être une erreur voulue pour donner de l'importance aux damnés de la terre, à cet ouvrage, pour qu'il soit un peu plus scruté, un peu plus vu, lu et observé. Parce que je pense voilà, ça l'intéressait. Bien sûr. Allez, on y va. On continue. Bienvenue à vous. Tous, on avance, on avance. Césaire, dans son dialogue final avec Françoise Vergès, il déclare « Nègre je suis, nègre je resterai » ou quelque chose comme ça. Je crois que c'est quelque chose que Fanon ne dirait pas du tout. Fanon dirait « Je suis un homme comme tous les autres ». Point final. Donc le terme d'universaliste s'applique à sa pensée. Mais c'est une universalité radicale. Dire, chez Fanon, le noir n'existe pas. Le blanc n'existe pas non plus. A priori, la différence, cette différence-là, importe très peu chez lui. Mais est-ce que ça veut dire qu'il serait critique aujourd'hui de l'emploi du terme racisé, du fait que justement une différence soit marquée au nom d'une libération? Non. Lorsque je dis, parce que le racisme, c'est quoi? C'est la production de la différence. C'est-à-dire, un raciste dit, il n'y a rien qui nous lie. C'est ça que le raciste dit. Le raciste dit, entre toi et moi, il n'y a rien de commun. Tu ne fais pas partie de moi, je ne fais pas partie de toi. Le racisme, c'est le séparatisme. C'est-à-dire, aujourd'hui, bon, évidemment, les termes, on les emploie comme on peut. On trafique les termes. Mais la véritable signification du racisme, c'est le séparatisme, c'est le différentialisme, si vous voulez. Or, Fanon est contre ça. Fanon, il pense qu'en vous et moi, il y a non seulement une égalité originaire, mais il y a une appartenance primordiale. Une appartenance de principe, une co-appartenance. Mais le racisme, c'est ça. Lorsqu'on dit racisation, la racisation, ça veut dire on distingue en différentes espèces, on met en place les différentes espèces dans une espèce de cycle hiérarchique, ainsi de suite. Donc, il reconnaît disons, les phénomènes de racisation, il sait que ça existe, mais il est contre ça. Mais faut-il, pour lutter contre ça, reproduire les mêmes effets? De même que vous l'avez dit, il justifie une certaine violence
au nom de celle qui le détruit, qu'il faut détruire pour détruire et pour mieux reconstruire? Faut-il reproduire l'inégalité subie par celui qui est victime de racisme pour mieux s'en libérer? C'est la question qui se pose aujourd'hui. Oui, mais ça, c'est pas des questions fanoniennes, ça. Ah, mais alors du coup, on peut pas s'en servir aujourd'hui dans les réflexions contemporaines? Oui, on peut évidemment, mais on peut se servir. Fanon, si vous voulez, Fanon n'est pas pour la reproduction des Bantoustans. Il n'est pas pour l'apartheid. Alors, comment aujourd'hui s'opère, disons, le travail du racisme dans le logement, dans les transports, dans l'éducation, dans l'accès à la santé. On sait très bien comment ça se passe. Mais il est contre ça. Il n'est pas pour l'utilisation de la race ou des critères de race pour la libération. Non, pas du tout. Donc il ne serait pas en faveur des réunions non mixtes, par exemple? Mais ça, je ne sais pas du tout. Ça n'a pas de sens de poser la question, vous pensez? C'est bizarre. Mais non, parce que Attendez, je fais une à pause. son époque, Attendez. non, il n'a rien. J'ai juste une pause. Les questions de la nana, elles sont un peu bizarres parce que je trouve qu'elles sont un peu à côté de la plaque. Je sais pas ce que vous en pensez, mais les questions de la nana là, elle pose des questions à quelqu'un qui n'était pas à la même période. En 2025, elle pose autre chose. Enfin, c'est un peu bizarre ces questions. Elle a raison de lui dire, c'est pas fanonien, c'est pas dans le contexte le genre de réponse on peut donner à la place de Fanon. Ça n'a rien à voir en fait, les situations. Donc elle est un peu à côté de la plaque la nana, mais elle s'en rend compte. Hein. Il n'a rien dit au sujet des réunions non mixtes. Non, ça j'imagine. Bah non. La question c'est de savoir. Tu vois bien, elle pose des sujets sur les réunions non mixtes, c'est pas dans ses écrits. c'est n'importe quoi. La question c'est de savoir comment est-ce qu'on peut puiser dans ces textes pour essayer de penser la lutte contemporaine. Enfin, voyez, de voir dans quelle mesure est-ce que ces textes peuvent nous aider pour nous guider aujourd'hui. Non, je comprends parfaitement, mais bon, écoutez, c'est n'importe quoi. Non, mais elle a la réponse parce que ils ont quand même vécu un petit peu à la même époque que Malcolm X et Martin Luther King. Effectivement, cette question était soulevée à l'époque. Les réunions non mixtes étaient posées, il n'y a pas adhéré. Sinon, il en aurait fait mention, il aurait expliqué qu'effectivement, c'est quelque chose qu'il faut envisager. Donc, elle a la réponse, mais elle a un problème de connaissance. Elle a pas l'info ou elle veut pas faire l'effort. Ouais. Vous savez qu'il y a au moins, vous êtes que 15 sur le live et il y a 20 bots à l'extérieur qui sont en train de signaler. En vrai, je vous le dis, hein, on est 34 en tout, mais quand je vous vois dans la liste, il y en a qu'une dizaine. Il y en a 20 FDP qui sont en train de signaler, c'est un truc de fou. On se fait attaquer par le Hasbara, je vous le dis. Oh là là, bref, c'est pas grave, ils sont en mode somme. Mais il y a beaucoup de réunions non mixtes qui ont cours ici et là. Vous le savez autant que moi. Et donc, il est inutile d'essayer de réfléchir à ça à travers des questions un peu idéologiques. Ça fait partie des maladies contemporaines de notre chère France. On se pose des questions, au fond, un peu oiseuses. C'est des questions un peu oiseuses qui nous éloignent en réalité des vrais dilemmes. Les dilemmes les plus urgents. Mais ouais. Allez donc. On lui a dit, hein, c'est une question foireuse. Hein. Il dit oiseuse, mais c'est foireuse en fait. Et qui éloigne de la réalité. Il faut rester dans les questions réelles, pratiques en fait. C'est ça. Il faut arrêter de polémiquer sur des sujets qui servent à rien, les gars. Allez donc au conseil d'administration de la Banque de France. C'est une expression française qui veut dire périphérique très éloigné. C'est-à-dire c'est une question, elle sert à rien. Quoi. Ouais, c'est ça, bien sûr.
Vous me direz si c'est une réunion mixte ou non mixte. On s'en fout des réunions mixtes ou non mixtes, sérieux. Et donc, ce sont des questions oiseuses. Ah. Revenons à des questions non oiseuses, justement. Parce Bah que oui, Fanon, allez, vas-y. je voudrais qu'on entende un témoignage, celui de Jacques Chabry, qui est un comédien militant anticolonialiste qui avait bien connu Fanon. Et écoutez comment lui-même en parle, comment il présente la personnalité de Fanon et son sens de l'engagement. Côté Fanon, il était Dépose. Je le dis. La réponse, elle est simple. Les Blancs avant faisaient des réunions non mixtes. Ils n'étaient qu'entre eux. Donc, si Frantz Fanon voulait qu'on y participe en tant que individu, personne égale, d'accord, c'est qu'il était contre. Il ne voulait pas que les Blancs se réunissent seuls pour organiser le monde. Donc, il n'était pas pour les réunions non mixtes. La réponse, elle là, mais elle est feignante. Cette meuf, ou elle est con. Je sais pas. Exact. On passe à 29 personnes. Mon Dieu, on est vraiment signalé de ouf. Bref, c'est pas grave. Je le dis en souriant parce que il était brutal. Il était, dans un premier temps, quand on parlait avec lui, il était un homme qui pouvait faire peur. Il avait un regard perçant, il avait une grosse voix, il avait un grand front, et puis il avait le verbe tapageur. Mais il écoutait bien, et on pouvait dans un deuxième temps bien parler avec lui. Il était tellement riche. Je dirais même que dans son bouillon de culture des intellectuels, il n'était pas longtemps à l'aise. Et c'est vrai que si vous voyez les amis algériens qu'il a eu à Tunis, c'était des combattants, mais c'était pas des intellectuels. Et il était assoiffé de témoignages réels sur le pays. Assoiffé. Il a dicté jusqu'aux dernières minutes, avant qu'il aille se faire soigner en Union soviétique, il a dicté les derniers chapitres d'Années de la Terre. Et quand il est parti se faire soigner à Washington, je l'ai accompagné à l'aéroport de Tunis. Et là, il m'a dit une chose terrifiante. Il m'a dit, j'ai peur là-bas des transfusions sanguines, ils vont me blanchir. Un certain sourire, mais il n'y avait pas que le sourire. Oui, il était pressé, il savait qu'il allait mourir, il était médecin, vous savez, alors il connaissait les résultats des examens qu'on avait fait avec le docteur Cholet à Tunis, à l'hôpital Charles-Nicolle, et il avait donc le cancer du sang, qu'on appelle la leucémie. Il était très pressé, mais enfin, vous savez, on a beau savoir qu'on va mourir, il y a toujours l'espoir de ne pas mourir. Il avait l'espoir de vivre, il voulait vivre. Mais en même temps, il a pris toutes ses dispositions. Par exemple, j'étais présent lorsqu'il a insisté pour dire que s'il mourait, il voulait être enterré en terre algérienne, ce qui fut fait, comme vous savez. Est-ce que vous connaissiez ces témoignages, Achille Mbembe? Non, mais ça ne m'étonne Oui, pas. il voulait être enterré en terre algérienne, etc. Live soumis à un contrôle du public. Ah bah, je savais pas, Chris. C'est normal, ils m'ont signalé à fond, j'ai même pas eu le truc, mais voilà, bref, c'est pas grave, c'est pas grave, tapotez un peu, partagez, de toute manière, on va finir bientôt, il y a 5 épisodes, on fera tous les soirs, je pense que tous les soirs, on va faire un épisode de Fanon, comme ça, audio, et on va avancer dans sa vie, Ceux qui ont loupé, dommage, mais on va avancer tous les soirs, là, il y en a 5 du coup. M'étonne pas du tout, en fait. En préparation de cette émission, j'ai lu, j'ai passé les 2 derniers jours à relire Fanon. Ouais. Et ce témoignage est tout à fait frappant parce que Fanon écrit lui-même. On reconnaît le Fanon dont parle ce témoin. Jacques Chabry. Oui, Jacques. Il le décrit d'une façon très adéquate. Fanon dit dans un des textes de ses œuvres, des derniers textes en fait, parce qu'il est au Mali, il est en compagnie d'un soldat. Il aimait effectivement des gens comme ça, des gens très concrets, pas nécessairement des intellectuels. Il était pressé. Il y a une terrible urgence lorsqu'on lit patiemment ses écrits. C'est quelqu'un qui embrasse la vie à fond. Mais c'est aussi quelqu'un qui souffre pas l'idiotie. Il n'a pas de temps à perdre. Oui. Et donc Jacques, il le décrit
de façon merveilleuse. Donc c'est Charby, hein. Je dis Chabry, c'est bien Jacques Charby. Monsieur Charby, C'est n'importe quoi, la meuf. je suis d'accord avec ça. Je n'ai pas connu Fanon. Je l'ai lu très attentivement, ligne après ligne, et je le reconnais dans le témoignage que donne Charby. Pour imaginer, voilà, parmi les gens qui nous écoutent ce matin, certains n'ont sans doute jamais lu une ligne de Fanon. Quel ouvrage de Fanon conseillez-vous en premier? Demain, on parlera de Peau noire, masque blanc, jeudi des damnés de la terre. Alors, selon vous, Achille Mbembe, par lequel vaut-il mieux commencer? Il faut commencer par le commencement. Je crois qu'un de ses tout premiers textes, disons, connus, c'était paru dans l'esprit, le syndrome nord-africain, je crois. C'est ça. Je suggérerais, par exemple, ce texte-là. Peau noire, masque blanc, c'est pas facile, hein? Non, c'est vrai. C'est pas du tout facile. Moi, je l'avais lu pour la première fois au début des années 80, je crois que c'était en 81, j'avais pas compris grand-chose. C'est lorsque je suis allé aux États-Unis que j'ai commencé à m'intéresser à la question du racisme, à l'histoire des Noirs américains, que je l'ai relu et que j'ai commencé à en faire sens. Mais comme ça, là, c'est pas donné. C'est pas simple. Aucun de ces textes, d'ailleurs, n'est donné. Non, c'est pas bien pour simple. ça qu'on va y passer du temps et qu'on n'aura pas trop de 50 minutes demain pour parler de ce Voilà. texte. Je vous remercie infiniment, Achille Voilà. Mbembe, d'avoir été avec nous ce matin. Bon, bah voilà. Oups, là, hop, bah voilà. Bon, bah de toute manière, vous verrez qu'on fera demain chaque livre et puis peut-être des extraits. C'est pas simple, hein. C'est pas facile. C'est pour ça que c'est important de connaître sa vie, etc. et de s'arrêter sur. Je pense qu'il faut faire plein de lives pour vraiment. De toute manière, tous les grands philosophes ou les grands écrivains, c'est pas en un ouvrage ou un live d'1 heure qu'on va comprendre. Il faut vraiment prendre le temps. Donc, on va prendre le temps avec Fanon et puis on va avancer gentiment pour en faire profiter tout le monde. Et tout TikTok et remonter un peu le niveau de TikTok. Parce que je crois qu'il y en a besoin là. Il y en a vraiment besoin d'apporter un peu plus de choses comme ça, de réflexion, voilà, d'ouvrage, de réflexion, de mode de pensée, un peu de philosophie aussi derrière, de spiritualité, etc., etc. Au moins, allez voir le film. Ah bah oui, non mais Titia, t'inquiète pas. Le film, oui, mais moi je vais lire là. Bah il nous a parlé justement du syndrome du colonisé. Enfin, il nous a pris le premier ouvrage. Je le lirai demain. Moi, demain, si j'ai le temps dans la journée, je lirai un petit peu vite fait avant le live de demain soir finalement, du coup. Et s'il y a des extraits intéressants, j'essaierai de vous en faire profiter. Donc voilà. Bah écoutez les gars, je crois qu'on a fait quoi, 1 heure de live à peu près. Ouais, 1h20, donc c'est bien. On a été un peu signalé quand même. D'ailleurs, je comprends même pas que ce soit soumis au public. On n'a pas eu un mot plus haut que l'autre. Il n'y a pas eu une seule insulte, ni une seule remarque raciste ou quoi. Mais bon, bref, c'est pas grave. C'est comme ça, c'est la vie. Donc, je vous souhaite à tous une bonne soirée. À moins que quelqu'un veuille monter vraiment discuter ou autre, vous êtes motivés. Mais sinon. La guerre d'Algérie a agi comme un révélateur sur France. Exactement, Drubald, exactement. Alors, il était déjà assez ouvert d'esprit avant et très réfléchi, etc. Mais la guerre d'Algérie, tout ce que l'Algérie tout court, ça l'a, voilà, ça a été un révélateur. Et on développera ça beaucoup mieux demain après-demain. Ce qui a été révélateur chez Frantz Fanon, c'est quand il s'est engagé à 18 ans auprès des forces libres françaises, d'accord, il a tout de suite compris le racisme hiérarchique et le fait, et c'est là où il écrit son premier ouvrage, hein, d'ailleurs, et c'est à ce moment-là qu'il comprend qu'effectivement il va s'engager. Et donc 10 ans plus tard, 9 ans exactement, il va écrire ce livre sur son passage en Algérie,
Et il s'engage en 56 dans le FLN et en 61, justement, comme il le disait, sur la fin de sa vie, il sera même édité après sa mort, Les damnés de la terre est édité. Mais c'est dans sa jeune enfance, en fait, parce qu'il provient quand même d'une famille de la petite bourgeoisie. Il a quand même pour professeur de lettres au lycée Aimé Césaire, qui est quand même l'un des instigateurs et de la négritude. La négritude, c'est-à-dire que voilà, l'émancipation par l'administration, etc., etc., qu'il était possible en tant que descendant d'esclaves, hein, de pouvoir s'affirmer dans la société, qu'il fallait le faire de la bonne façon. Aimé Césaire, lui préconisait qu'un noir restait noir chez les blancs. Et la différence, c'est que Frantz Fanon, lui, disait non. Il avait ressenti qu'effectivement, il y avait une égalité. Et c'est ce qu'il voulait mettre en avant. Et quand il arrive en Algérie, en fait, c'est pas son lieu de prédilection, c'est pas là où il voulait atterrir. Il voulait atterrir, sa révolution, il voulait la faire dans un pays d'Afrique. Et donc, est-ce que c'est voulu qu'il soit envoyé à l'hôpital de Blida parce que peut-être que ils souhaitaient pas que la révolution se passe par l'Afrique, plutôt par le Maghreb. Il y a peut-être une raison, hein, il y a peut-être une volonté, il faut vraiment aller rechercher. Mais en tout cas, voilà, c'est ce qu'on peut dire. J'avais un petit bout du texte de la préface de Jean-Paul Sartre et qui est intéressant. Tu Attendez. veux, on le fera demain parce que je vais devoir couper là, je suis exténué, Loulou. Ouais, Mais si tu veux, mets l'autre côté et demain tu nous le présentes sans problème. Hein. ouais. Mais c'était juste 3 phrases, c'était bien pour D'accord, conclure. 3 phrases si tu veux. Je pensais que tu voulais nous faire plus long. Vas-y. Non, 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 c'est pas tout le texte parce la préface elle est longue. Alors la préface de Jean-Paul Sartre aux damnés de la terre de Frantz Fanon, publié en 1961, est un texte célèbre, violent et polémique qui a eu un impact énorme, popularisant l'œuvre de Frantz Fanon en Europe et dans le monde. Voici les points essentiels. Et c'est là où, voilà, on va juste prendre un peu quelques phrases. Points essentiels des extraits les plus marquants de cette préface. Un miroir envoyé à l'Europe. Sartre s'adresse directement aux Européens, en particulier les Français et aux libéraux occidentaux, qu'il met au pied du mur de leurs contradictions morales. Dénonciation de l'hypocrisie. Il confronte l'Europe et la violence engendrée par son propre système colonial, dénonçant l'hypocrisie et l'humanisme occidental. Voilà ce qu'il dit en quelques phrases. C'est un petit texte. Nos chères valeurs perdent leurs ailes. À les regarder de près, on n'en trouvera pas une qui ne soit tachée de sang. La victime connaît le bourreau. Il affirme que les colonisés, les damnés de la terre, détiennent la vérité sur l'Europe et son humanisme truqué. Donc après, il y a encore quelques textes. Je vais vous lire 5 lignes et on va aller dormir. Nos victimes nous connaissent par leurs blessures et par leurs et par leurs fers. C'est ce qui rend leur témoignage irréfutable. Il suffit qu'elles nous montrent ce que nous avons fait d'elles pour que nous connaissions ce que nous avons fait de nous. Voilà. Bravo. Merci beaucoup. Merci. Bon, bah écoutez, on va aller au dodo. Donc, bonne nuit à tous sur ces sages paroles. Peut-être que vous allez en rêver un petit peu et ça va ouvrir les esprits pour réfléchir sur ces choses-là. C'est possible. Hein. Juste avant de se coucher, c'est bien de faire un peu de philosophie comme ça. Un peu d'histoire. Franchement, ça apaise un peu le système nerveux, notre psychisme, etc. De pas avoir d'insultes, de live ou des gens haineux, etc. Oh là là. Vraiment, hein, vraiment, le soir, je vais faire que des lives comme ça, hein, des lives tranquillou pépère, on réfléchit, on reste tranquille, détente, pas une insulte, pas un mot plus haut que l'autre, voilà, TikTok, c'est pas fait pour nous rendre malades, hein, je vous le dis. C'était super, merci Myriam, merci, c'était bien, ouais, c'était cool.
Donc, bonne nuit à tous. Et puis, n'hésitez pas sur mon compte, là, mon petit compte à 10 000 à aller voir et à liker les vidéos. Ils m'ont tellement signalé. Vous savez, c'est le compte où j'ai balancé Idrissi Mehdi et tout. Et ils m'ont mis des bots. Hein. J'ai réussi à tout faire sauter parce qu'ils ont voulu faire sauter mon compte et mes vidéos. Mais du coup, je suis shadowban. Hein. Donc, n'hésitez pas, si vous vous ennuyez la nuit, hein, d'aller sur mes comptes et de liker, commenter tout ce que vous voulez. Il y en a plein des vidéos. Vraiment, pour ceux qui sont somnambules, voilà, et que ça augmentera un petit peu la visibilité parce que c'est vraiment des gens qui sont là pour casser le travail des autres, hein, le vrai travail. Hein, je parle. Moi, je passe du temps à faire mes lives, me cultiver, en faire profiter tout le monde, etc. Puis ces mecs, ils viennent et ils viennent signaler tout simplement parce que c'est des malhonnêtes. Ça, c'est dégueulasse, mais bon, c'est comme ça. Bref, c'est la vie, comme on dit. Donc, bonne nuit à tous et puis à demain. Ciao, ciao. Good night.